Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce live. C'est plaisir de voir tout ce Tout à monde. fait. Je te Ouais. souhaite une très bonne soirée aussi, Isabelle. Prends soin de toi et dès que tu es prête à avancer, on va faire Lisa, tu peux fermer, s'il te plaît? Oui. Valérie, tu Voilà. peux nommer hôte. Oui. Alors attends, j'y vais tout de suite. Comme ça, je gère pour vous le son, les filles. Ouais, Voilà, merci. super, merci Angélique. Merci beaucoup. Ok, Angélique est là, Rosen, Voilà, bonsoir à vous Caro. toutes et à vous tous. Ça fait plaisir de vous voir tous aussi Oui. nombreux ce soir. Je suis ravie de vous accueillir dans ce live, donc dans cette rencontre avec Aurore Gineste ce soir. Alors ce soir, on ouvre un espace rare parce qu'il touche à quelque chose d'intime et souvent silencieux, le deuil périnatal. Fausse couche, IVG, bébé mort-né, bébé décédé peu après la naissance. Alors l'intention de ce soir, c'est pas de faire un cours, ni de provoquer des émotions ou de tomber dans le pathos. L'intention, c'est de mettre des mots là où il y a eu parfois du vide, de l'injustice ou de la solitude. Ce soir, c'est une soirée témoignage où vous êtes là pour vous inspirer, respirer ou prendre ce qui résonne chez vous. Alors, j'ai fait quelques recherches avant de lancer cet échange avec toi, Aurore. Je suis allée Oui. chercher quelques chiffres clés sur le deuil périnatal. On estime en France qu'environ une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche, qu'en 2023, il y a eu 243 623 IVG, 251 270 en 2024, et côté mortinatalité, les indicateurs de santé évoquent un taux autour des 8,8 pour 1000 naissances. Et si on veut des chiffres de bébés décédés dans la première année, il est très parlant. En 2021, la mortalité infantile était de 3,7 décès pour 1000 naissances vivantes. Pourquoi ces chiffres, ils sont importants, mais ils disent aussi une chose, c'est que ce n'est pas si rare que ça, et pourtant on en parle peu. Alors ce soir, je reçois Aurore Gineste. Euh, Merci Aurore d'être là. Merci d'avoir accepté d'être là, de partager avec moi ce moment-là. Donc ton parcours est marqué par la transformation, la résilience et la quête de sens. Tu as grandi entre Paris et Fontainebleau et tu as Oui. vécu près de 30 ans à Saint-Martin-Vénarde, dans les Caraïbes. Un choix de Une- vie. Oui, un bel endroit. Une vie qui forge l'indépendance et le lien à l'humain. Dans ta vingtaine, tu as traversé l'impensable, la perte de tes deux fils, Maxime et Baptiste, que tu as déjà baptisés, enfin Oui. baptisés, nommés. Non, mais oui, pas Depuis, tu as baptisé. construit un chemin d'exploration, exploration thérapeutique, holistique. Tu as suivi des formations en coaching, en naturopathie, en énergétique. Et puis aussi, tu as suivi une voie artistique, peinture, et puis même le tatouage, comme langage du corps et du symbole. Aujourd'hui, tu accompagnes les femmes à transformer l'épreuve en fondation d'une identité plus libre et plus alignée. Ce soir, tu viens témoigner, non pas pour donner une leçon, mais pour ouvrir une voie, la voie du possible. Merci Aurore d'être là. Merci de Merci. partager ce moment avec moi. Je suis ravie de t'accueillir. Merci Valérie, merci pour ce portrait. Ouais, c'était J'ai senti. intéressant de travailler Oui. avec ça, avec ce que tu m'as donné, ce que tu m'as livré en préambule. On a pas mal échangé par messages vocaux, on a échangé sur ton parcours. Euh, En une phrase, en fait, qu'est-ce que tu auras envie, avec quoi tu auras envie que les gens, les femmes repartent ce soir, parce qu'on va s'adresser davantage aux femmes, mais ceci dit, les hommes sont aussi touchés par le deuil périnatal, hein, parce Tout que à fait, oui. Tout à fait. Le but, c'était, alors déjà, c'était de libérer la parole sur un sujet qui me semble assez tabou, déjà. Et de par mon parcours, ce serait plutôt de repartir avec de l'espoir, l'espoir qu'on puisse survivre à ça de d'une belle façon, avec résilience. Et c'est vraiment, voilà, ce serait avec ça. J'aimerais que les femmes de ce soir. En fait, j'aurais aimé avoir
Ça, à l'époque où ça m'est arrivé. Rien qu'un témoignage déjà, parce que il me semblait être un peu seul au monde lorsque tout ça s'est passé. Surtout que c'était donc, pour Maxime, c'était en 2000, et qu'Internet c'était un peu les prémices, donc on était beaucoup plus isolés. Voilà, on pouvait pas chercher de témoignages ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'avais vécu une grande solitude dans ce qui m'arrivait. Ouais. Alors en fait, je voudrais que tu racontes un peu ce qui s'est passé parce qu'en fait, ton histoire de vie, elle est marquée par plusieurs facteurs. Les fausses couches, mais Ouais. aussi les bébés mort-nés et bébés décédés après la naissance. Donc tu as vécu vraiment tous les traumas qu'une femme peut Oui, vivre en matière de mortalité infantile. ouais, de maternité, Oui, alors bon, je me suis mariée assez jeune, hein, donc voilà, j'ai fait ma première fausse couche à 23 ans. Bon, on va dire un peu comme beaucoup de femmes, à 3 mois de grossesse. Bon, voilà. Pour le coup, c'est pas facile, mais bon, c'était dans la moyenne, on va dire. Hmm. Et donc en 2000, par contre, je suis retombée enceinte et j'ai eu un bébé à terme, qui a même dépassé le terme. Voilà, qui s'appelait Maxime et qui a vécu 14 jours en néonat. Donc en fait, c'est une grossesse qui s'est très très bien passée, vraiment sans souci. J'ai fait les échographies de contrôle, enfin tout était OK. Et puis finalement, une maladie génétique très rare, néonat, voilà. Et puis un diagnostic posé très vite avec voilà, un accompagnement euh, vers on ne savait pas combien de temps, mais un accompagnement vers la mort, hein, clairement. Ah oui, Euh, ça a été ah posé oui, dès la naissance. oui, oui, non, c'était pas viable, c'était très, très douloureux pour lui, c'était une maladie osseuse, donc il D'accord. souffrait. Donc, alors l'équipe médicale était super, hein, vraiment. Mais alors, bon, le choc, l'angoisse, et puis de pas savoir combien de temps ça pouvait durer aussi, ça a été psychologiquement une question compliquée. Et bon, ben, ça a duré 14 jours. Euh, Comment une maman vit l'accompagnement de son enfant quand on le voit souffrir, surtout un bébé, parce qu'il pesait combien quand il est né alors, c'était très compliqué dans ma tête, puisqu'il faisait 4,2 kg. Ah oui, c'est un beau bébé. C'était un gros bébé, Ah oui. grand, gros, il faisait très costaud, et du coup, il était en néonat avec des poids plumes, des petits, enfin, des grands prémas. Et alors, visuellement, mais ça ne se voyait pas, en fait, quasiment pas, hein, le problème de sa maladie. Donc, c'était très compliqué d'intégrer qu'en fait, il y avait un souci et que ça n'était pas possible. Je ne le voyais pas à proprement parler souffrir parce que bah, évidemment, il avait tout ce qu'il fallait pour souffrir le moins possible. Mais par exemple, je ne pouvais pas le prendre dans les bras parce qu'il était, voilà, il était branché, il y avait plein de choses. Et Hmm. par exemple, je pouvais pas le prendre dans les bras, quoi. Donc, ouais, ça a été. Alors, instinctivement, bon, il y a la phase bon, il y a le choc. Après, il y a la phase de déni où on se dit non, non, mais je, je vais le faire opérer, ça va aller. Bon, voilà. Puis ça dure pas longtemps parce que l'équipe médicale est quand même habituée. Donc, il y a la psychologue et tout ça qui viennent et puis ils posent vraiment un diagnostic et ils étaient rassurants dans l'idée que il y aurait pas d'acharnement. Voilà, c'est déjà bien. Et puis en fait, rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense plus à l'enfant qu'à nous dans ces moments-là. Donc Hmm. le but, c'était que ça dure le moins longtemps possible pour lui. C'est Hmm. ça qui s'est passé, hein, en Hmm. premier jet, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et comme je travaillais au CHU à l'époque de Montpellier, j'ai été suivie ensuite par des professeurs en génétique aussi, hein, et on m'a dit, écoute, tu as 70% de chances que ça ne récidive pas. Donc, bon, il n'y avait pas de consanguinité entre mon Hmm. ex-mari et moi, mais on a eu le droit à toutes ces questions. Alcide est vraiment quelqu'un qui est très mélangé des Antilles et moi aussi de mon côté. Donc, bon, c'était une chance sur 1 million d'avoir ce gène en commun. Voilà, ça a été posé aussi, hein. Et donc, ils m'ont dit, voilà, il faut vraiment, vous êtes jeune, pour partir, voilà. Donc, 1 an après, je suis retombée enceinte, plus ensuite la grossesse qui a suivi. Et là, en fait, on m'avait dit quand même que
pendant 6 mois, les 6 premiers mois de grossesse, je ne pourrais pas savoir s'il y avait récidive ou pas de la maladie, puisque c'était une maladie osseuse. Il fallait attendre 6 mois de développement Ah oui, du squelette pour voir si tout était OK. Donc ça a été encore une épreuve. un autre sujet, parce que Oui, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu te demandes, est-ce que... et puis 6 mois de grossesse, c'est long. Et puis alors, ils avaient été très clairs sur le fait que si ça devait être interrompu, bah, ce serait un accouchement par voie basse, avec voilà, quelque chose de compliqué. Donc c'était chargé, hein. Et donc j'ai fait cet examen à 6 mois. On m'a dit tout est OK, c'est parfait, il n'y a pas de récidive de maladie, vous pouvez lâcher la pression. C'était encore un garçon. Donc, bon, bah, c'est vrai que petit à petit, à partir de 6, ouais, petit à petit, j'ai enlevé mon armure Hmm. et j'ai essayé de profiter de la grossesse parce que alors, en tant que mère, tout de suite, hein, on prend la place, on ne veut pas que cet enfant sente qu'on soit trop stressé, tout ça. Donc, j'ai essayé d'être quand même le mieux possible. Et puis, à 15 jours du terme, il s'est passé quelque chose, c'est que vraiment j'ai senti une perte d'équilibre, comme si j'avais un petit vertige, un truc qui me quittait, quoi. Enfin, Ouais. et j'ai attendu toute la nuit un mouvement, et il n'y en a pas eu. Et le lendemain matin, j'ai dit à mon ex-mari, écoute, il y a un truc, faut aller passer une écho. Donc évidemment, bon, ah non, tu stresses, c'est à la fin, tu t'inquiètes, nanana. Oh non, mort fétale. Donc, alors là, le plafond qui tombe sur la tête, vraiment, j'ai Moi, des j'en ai des vécu comme... frissons partout. Ouais, ben, je veux pas rentrer dans le pathos, mais il faut bien expliquer le truc. Ouais. Donc, c'est vraiment bon, voilà, le genre, mais c'est pas possible. Pas 2 fois, enfin, pas... bah si. Ouais. Et suite à ça, après, il y a quand même 2 mois d'attente pour l'autopsie, pour savoir ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi un accouchement par voie basse dans un service de maternité où j'entendais quand même les bébés des Ouais. autres. Et moi, on m'a laissé quand même 48 heures comme ça, parce que il faut que j'intègre l'information. Ce sont des protocoles. Voilà, donc il faut intégrer. Ouais, Rosen, je vois ta tête de médecin. Ouais. Et donc, on porte, enfin, faut mettre des mots, tu passes de la vie à tu portes la mort quand même Ouais, dans ton t'accouches là, oui, corps. t'accouches de la mort, en fait. Et pendant 2 jours, tu es là et voilà. Donc, on va passer aussi tout ce qui est l'accouchement, évidemment, par voie basse, évidemment, parce que ce serait pas bien que mon corps n'intègre pas qu'il a accouché. Enfin, c'est tout un truc qui est quand même euh, qui, a- qui est. Alors, ça a peut-être sa place, hein, enfin, sûrement, j'en sais rien, mais franchement, j'aurais vraiment aimé ne pas accoucher par voie basse à ce moment-là. Vraiment. Ouais, tu aurais préféré une césarienne pour... Ben oui, Ouais. rapide. Tu vois, à un moment, c'est quand même. Enfin, c'était fou ce truc, quoi. Hmm. Donc voilà, il s'est passé ça. Je passe aussi les épisodes de vie qui sont que on nomme ou pas le bébé, on l'enterre. Il y a tout ça hein, autour. Hein. C'est quand même Ben très justement, lourd. Hein. de toute façon, il a été nommé sur le livret de famille, j'imagine. Ça fait partie du processus de deuil, hein. Bah, disons pour moi, oui, c'était une évidence. Hein, Non, mais c'est enfin, je veux voilà. dire, c'est... Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, la dame à la mairie a même fait une faute d'orthographe. Hein, elle était tellement mal de voir son livret de famille que c'était la deuxième fois quand même. Bon, bref, ça c'est voilà, ce sont les faits. Reste après à dépasser tout ça en fait. Comment survivre à ça? D'autant plus que on entend et ça que c'est la pire des choses qui puisse arriver, que on ne s'en remet pas, que donc là je vous passe donc 23 ans, 25 ans, 27 ans, le couple, est-ce que mon couple va tenir? Est-ce que je vais pas tout perdre? Est-ce que je vais pas devenir folle? Enfin c'est quand même c'est tout ça autour hein, Et qu'est-ce qui qui se se passe passe. dans ta tête à ce moment-là? Quand pour la deuxième fois, enfin même la troisième, mais bon, je dirais la fausse couche, à la Mm. limite, bon, Après dans une c'est bien en voilà. amont, Ben oui, mais après, forcément, dans l'échelle de la souffrance, bon voilà, ça allait moins. Ben, ce qui se passe, c'est que pour Maxime,
il s'est passé des choses un peu plus, peut-être de l'ordre de la spiritualité pour Maxime, donc lui qui a vécu 14 jours, puisque j'allais le voir. Et c'était, alors il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre des mots, mais bon, il avait beaucoup de tranquillisants, beaucoup d'antidouleurs, voilà, donc il avait c'est un bébé qui ouvrait très peu les yeux, on va dire. Et c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'arrivais dans le service néonat, je voyais cet effort de me regarder en fait. Et le Hmm. service le remarquait d'ailleurs, hein, et j'ai reçu, euh, sans mots, j'ai reçu énergétiquement beaucoup de choses de sa part à chaque fois qu'il me regardait. Je sentais vraiment, il y avait il se passait quelque chose, il me donnait quelque chose, la force. Et c'est Ouais. vrai que quand bon bah voilà, ça s'est arrêté et que j'étais au cimetière, etc. pour l'enterrement. Je ne me suis pas écroulée, alors que je pense que tout le monde pensait que j'allais m'écrouler. Bah non, parce que j'avais reçu ce dialogue énergétique Hmm. qui fait que j'ai vite compris que c'était pour moi hein, une vieille âme, que j'avais fait passer cette âme et qu'en fait, il quittait un corps qu'il faisait souffrir, clairement. C'est-à-dire que dans mon ventre, il était bien. Dès qu'il est passé de l'autre côté, il n'a été qu'en souffrance. Hmm. Donc pour moi, j'allais pas pleurer sur un corps qu'il avait fait souffrir. J'étais dans Hmm. une forme j'avais de la peine, évidemment, un vide dans la matière. Mais mentalement, j'avais cette vision de libération pour lui. Et pour la petite histoire, ma maman avait demandé à ce que les cloches de l'église sonnent pour l'enterrement. Et on lui avait refusé parce il n'avait pas été baptisé. Et Hmm. ouais, Quelle horreur. ouais, bah voilà. Et en plus, on n'est pas, bon, enfin, moi, ça m'était égal, hein, j'ai pas, voilà. Mais bon, elle avait fait la démarche et lors de la mise en terre et tout, j'ai entendu les cloches sonner parce que ça m'a un petit peu agressée, quoi. Je me disais, je sentais que, je sais pas, c'est comme si il y avait un public qui attend un effondrement et il ne se passe pas. Et je me dis, ah, mais même les cloches s'y mettent. Tu sais, il y avait un truc qui m'agressait. Et quelques jours après, elle m'a dit, tu sais quoi, on m'avait refusé ça. Le clocher était en panne, mais depuis un moment, en plus, elles ont sonné. Et bon, des trucs comme ça, il y en a eu pas mal derrière. Donc ça m'a accompagnée. Ça m'a donné de la force ensuite pour la grossesse de Baptiste. Euh, mais euh, pour Maxime, j'avais déjà passé la porte de la psy, évidemment, puisque j'avais très peur de comment j'allais réagir en fait. Je- Et elle m'avait reçue, c'était une psychiatre vraiment super. Elle m'avait dit, écoutez, vous êtes dans le processus du deuil normal, pareil. Enfin, en gros, ma vie fait comprendre, vous n'avez pas besoin de moi, vous vivez vos étapes de deuil. Donc ça s'était soldé là, à ce moment-là, pas plus, hein. Mais pour Baptiste, donc pour la deuxième fois et demie, euh, là ça a été, puis ça a impacté ma famille aussi, hein, donc forcément. Là, ça n'a pas été la même. Mon couple qui s'était consolidé à la perte de Maxime, là, ça n'a pas fait la même chose, hein. Hmm. Et puis, tout ça s'est un peu fissuré. Et là, j'ai senti quand même que je perds des pieds. Dans la foulée, j'ai perdu mon grand-père paternel parce qu'évidemment, hein, prenons la déferlante. Et là, oui, là, j'ai eu beaucoup de somatisation. Est-ce que tu as eu un sentiment de culpabilité par rapport à cette naissance, enfin, ce bébé mort-né, cet enfant mort-né, finalement, est-ce que tu as ressenti ce sentiment-là? Ou pas d'ailleurs, enfin, je veux dire, Non. Non, alors par contre, ce que j'ai pu observer, et ça me l'a fait plus pour Maxime, ce que j'ai pu observer, c'est dès qu'ils ont posé le diagnostic, je suis allée tout de suite me chercher le problème. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce que t'as pas mangé? Et c'est fou, parce que cette culpabilité, elle est quasi instantanée, alors que ben, pas du tout. Enfin, d'aller se chercher, ouais, une culpabilité, oui, c'est arrivé, je l'ai repoussé très vite. Mais
Ça vient, on est notre propre bourreau hein, dans ces moments-là. Hein. Et Mm. il y a un diagnostic qui a été posé justement par rapport Alors, à cette pas, mortalité? pas de corrélation. Aucune. Aucune corrélation. On m'a fait beaucoup d'examens. Alors bon, on m'a trouvé des petits trucs, mais non, non, vraiment la lettre que j'ai reçue du professeur qui me suivait, c'était que, alors attention, c'était quand même 90% des morts fœtales restent inexpliquées. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme Oui. quand même. Je me souviens je l'ai encore cette lettre hein, dans des archives. 90%, Parce c'est énorme en que fait. c'est énorme. Alors ça a peut-être évolué, attention, hein, là c'était quand même il y a plus de 20 ans, hein, bon, Mm. il y a 26 ans, il y a plus. Donc ça a certainement évolué, mais c'est vrai que comme la maladie de Maxime était non viable au moment où ça m'est arrivé, et lorsque je suis tombée enceinte, j'ai divorcé et j'ai refait ma vie, etc. Et j'ai eu ma fille, je suis retournée à Montpellier voir le professeur en génétique qui m'avait dit que ça avait évolué et qu'aujourd'hui, bon, c'était quand même une pathologie sévère, mais que c'était viable. Donc les choses évoluent, hein. Après, c'est Mm. voilà. Mm. Et comment tu dis que Comment? ton couple a vacillé suite à cette deuxième naissance et ce deuxième bébé mort-né. euh, comment tu as fait pour te remettre de tout ça? Enfin, par quoi tu es passé finalement? Bon, la culpabilité, il y a peut-être de la honte. Est-ce que tu as ressenti de la honte ou J'ai pas ressenti de honte, j'ai ressenti beaucoup de frustration, beaucoup de peine, beaucoup de vide, beaucoup d'incompréhension. Donc en fait, alors c'est pareil, je remets le contexte, dans les années 2000, donc je repris le chemin thérapeutique, hein. J'ai ressonné à la porte de la psychiatre et je lui ai dit, bon là, par contre, je somatise, j'avais la panoplie, c'est-à-dire je faisais de l'agoraphobie, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus être seule, je ne pouvais plus, enfin je ne pouvais plus vivre en fait. Ça s'est manifesté comme ça au niveau du corps et la psyché aussi. Du coup, bon, elle m'a suivie, mais elle ne m'a jamais mis sous traitement. Elle avait compris assez vite que j'avais besoin d'un confort pour trouver des solutions. Fallait pas, fallait pas m'anesthésier avec, voilà, il n'y a pas de souci, hein, chacun sa façon de faire, mais pour ça, elle était formidable. Elle m'a mis sous fleur de bac. Alors, j'en avais déjà appris auparavant, donc j'étais super contente de trouver quand même une psychiatre qui travaillait avec les fleurs de bac à l'époque. Mais après, j'ai cherché par moi-même, en fait. Puisque je Hmm. vivais mon propre enfer et que ça se passait à l'intérieur de moi, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer. Sachant que c'était compliqué, les thérapeutes, c'était que par recommandation. Donc, il a fallu que j'en parle. Il a Hmm. fallu que j'en parle pour qu'on puisse me recommander des gens. Et c'est là aussi que je me suis sentie assez seule parce que j'avais quand même l'impression, enfin, je connaissais personne autour de moi qui avait vécu ça, hein, vraiment pas. J'avais eu, voilà, je savais que j'avais eu même pas des grands-mères, des arrière-grands-mères qui avaient perdu des enfants à l'époque, entre la guerre, les maladies, tout ça. Mais là, en 2000, dans ma vie, franchement, des fausses couches à 3 mois, il y en avait, mais ce qui m'arrivait en plus 2 fois, franchement, je connaissais personne. Je me sentais hyper seule dans la problématique. Et, euh, et donc, du coup, j'en parlais. Et c'est là que j'ai remarqué quand même que certaines femmes me confiaient parfois que ça leur était arrivé aussi, mais c'était rare. Et là, j'ai senti le côté de l'ordre de l'intime, vraiment, on n'en parle Hmm. pas trop. Je sais pas si c'est de la honte, je sais pas si c'est, je pense pas. C'est un peu secret, c'est un peu à nous. C'est un peu C'est- tabou. ouais, c'est tabou, c'est particulier. Et tabou par Et rapport à quoi? Par rapport aux autres? Par rapport à ben moi, j'ai jamais eu de problème. l'incapacité de donner la vie jusqu'au Ouais, bout? t'as raté quelque chose, tu l'as pas fait, les autres elles le font, les autres elles en ont. Puis toi, bah, ce sont des échecs. Il y a un truc comme ça qui se joue quand même. C'est quoi mon problème? Oui, qu'est-ce qui va pas? Puis c'est karmique, bon, ça t'arrive une fois, mais ça t'arrive 2 fois, tu te poses des questions. Et c'est toutes ces questions, hein, c'est tout ce cheminement qui fait qu'après, on est dans la transformation et que l'épreuve devient le socle, hein, Hmm. parce que justement, tu n'as pas le choix. La vie balaye à plusieurs reprises. Tu ne peux que alors essayer de comprendre et trouver, t'essayes de mettre du sens. Faut mettre du sens.
Tu peux pas être juste une victime de ce qui se passe et puis c'est tout. Alors, quel sens tu as mis dessus justement par rapport à Ah, ça? bah ça a été un chemin. Donc, du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait de la psychogénéalogie à l'époque. C'était quand même très rare. Donc, genre, je l'ai trouvé. Donc, il m'a donné son point de vue. Donc, ça pouvait être transgénérationnel. C'était un problème osseux. Donc, ça avait des significations. Et puis, les langues se délient. Après, tu as une arrière-grand-mère en Espagne qui était réputée pour bercer les âmes des enfants qui étaient partis trop tôt. Tu te dis, oula, dans la lignée il y a quand même quelque chose. Sans compter, bon, bah voilà, tout ça, c'est plus le côté un peu plus ésotérique, spirituel. Mais à côté de ça, j'allais à la Fnac, je me rappelle très bien, j'allais à la Fnac de Montpellier et j'allais au rayon psycho et j'ai acheté tout ce que je pouvais parce que j'arrivais pas à vivre quand même. Je voulais absolument dépasser bah, ces états. euh, je pouvais plus rien faire, quoi. Donc voilà, j'ai dévoré tout ce que j'ai pu. J'avais déjà un attrait pour certaines lectures, puisque ado, j'avais déjà lu La vie après la vie, Les triomphes de la psychanalyse, L'interprétation des rêves de Freud en troisième. Je pense que j'ai compris une ligne sur trois, mais je l'avais lu quand même. Mais heureusement, j'avais déjà ça en Hmm. moi aussi. Donc, j'ai fait des traitements énergétiques. Je suis allée voir une maître Reiki, homéopathe, guérisseur de village. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et ça t'a aidé? Et ça a été le chemin. Ça a Hmm. été le chemin bah parce que ça m'a nourri. Ça a ouvert des portes. La faille a ouvert d'autres choses. Hmm. Et le fait de vouloir être thérapeute, ensuite, c'était une évidence. Une Et c'est évidence. très en lien avec la spiritualité aussi, puisque tu as quand même dans ton histoire, tu as Oui, un lien particulier avec le monde subtil. oui, J'aimerais bien que tu me racontes un peu cette connexion particulière que tu as avec le monde subtil et ce qui se passe, ce que tu vois. oui. J'aimerais bien que tu me racontes cet épisode, Ouais. Lequel? euh, celui de toi petite avec ton chien, ta chienne Tara. Oui. Euh, Oh là là, oui. Ah Parce que oui, c'est j'ai trouvé vrai. l'histoire Oui, extraordinaire. c'est vrai. Euh, Tu m'as partagé ça quand on Oui. travaillait sur la préparation de cette soirée. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement beau, cette chienne Tara. J'aimerais que Ouais, alors tu puisses les animaux, t'exprimer là-dessus. ouais. Les animaux ont une grande place dans ma vie depuis toujours. Et c'est vrai que, bon, alors, pour continuer l'histoire, euh, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans et demi. Et j'avais une chienne, un beauceron qui s'appelait Tara. Et donc mon père est décédé. Et un an après, ma mère m'a envoyé en colonie de vacances. Je vivais très très mal parce que elle pensait bien faire, mais c'est encore une forme de séparation pour moi et c'était compliqué. Et tous les soirs, j'adorais ma chienne et tous les soirs, je pleurais parce que dans ma tête, voilà, de 6 ans et demi, Tara était morte et ça me faisait pleurer tous les soirs. Et quand je suis rentrée de colo, et ben Tara était morte. Et donc j'ai pensé que c'était de ma faute, parce que je l'avais pensé peut-être sur 15 jours, alors que pas du tout, enfin, j'avais reçu l'info, hein, tout simplement. Et c'est ma première apparition, en fait, hein, très peu de temps après, je l'ai vue, mais je l'ai vue, quoi, devant moi, à Paris, dans l'appartement. Et donc j'ai dit à ma mère que j'avais vu Tara. Oh, ça va, j'ai une mère qui était assez ouverte d'esprit, donc elle m'a dit oui, oui, sûrement. Mais pour revenir un peu plus quelques années plus tard, c'est que la nuit où Maxime est parti, j'ai vu Tara au pied de mon lit, et c'était là où elle dormait quand j'étais petite. Donc j'ai vu Tara au pied de mon lit qui m'a dit, elle m'a parlé, qui m'a dit, écoute, on ne meurt jamais vraiment, tu le sais, donc ne sois pas triste. Et, euh, et, Incroyable. et quand je me suis levée le lendemain matin, il est parti. Donc bon, ça c'est un exemple, mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie. Des épisodes comme ça, il y en a. Et, euh, et tant mieux. Je pense que ça a dû contribuer, enfin, ça a dû t'aider à passer ces caps, ces seuils de la perte d'un enfant.
quand tu sais que derrière, tu as perdu ton chien, mais que ton chien va te voir et te dit, non, mais en fait, t'inquiète, euh, il est là, il est à côté, en fait, il est juste de l'autre côté du voile, hein. Oui, oui, mais bon, après, pour moi, en fait, ça a toujours été là, c'est l'autre côté du voile. Donc, bien sûr que ça m'a aidé, mais il n'empêche que dans la matière, lorsque les événements se sont succédés, c'était vraiment, ça ne suffisait pas à me réconforter. Enfin, je veux dire Mm. clairement, Oui, bien voilà. sûr. Mais effectivement, ça fait partie de qui je suis et de mes pratiques aussi. Mm. Et voilà, de canaliser certaines informations, ce qui peut être déroutant pour mon entourage par moment, parce que j'ai quand même accès à des informations. Alors justement, puisque à présent, tu accompagnes des femmes qui traversent ces crises, qui traversent ces phases de deuil, justement, toi, tu les accompagnes comment, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as reçu, avec ce que tu sais, comment tu travailles? Donc bon, je suis pendant toutes ces années, donc je me suis formée à pas mal de choses. Je fais de la psychologie clinique, euh, master Reiki, naturopathe. J'ai fait 3 ans d'école de coaching aussi. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement qui pour moi a toujours été une évidence. C'est-à-dire que quand j'ai cherché des solutions pour moi, je suis allée sur tous les aspects énergétiques, spirituels, soutenance du corps, hein, donc les plantes. Enfin, j'ai pris vraiment tout ça dans cette globalité. C'était impensable de les séparer. J'ai vite compris, nous étions conçus comme ça, de façon holistique, et que voilà, bon, aujourd'hui en plus maintenant il y a l'épigénétique, les reprogrammations, enfin il y a tellement de choses qui ont émergé. Donc moi en fait c'est toutes mes connaissances déjà sont rassemblées parce que si lorsque je m'occupe de quelqu'un c'est dans cette globalité, ça déjà ça peut pas être autrement. Et puis bon bah j'ai marché le chemin, hein, donc forcément non Mm. c'était bien le mien, mais mais on va dire quand même que ce qui se passe sur ce sujet de la perte des enfants, c'est que ça impacte, alors bon, soit directement en tant que femme, ça impacte le couple, ça impacte la famille, ça impacte le travail, ça impacte tellement de choses. Mm. Euh, voilà, déjà, ce sont des notions qu'il faut comprendre, c'est que même quand on a, même parfois, lorsqu'on pense qu'on a dépassé, qu'on a fait les deuils, que c'est OK, etc., on a des mémoires, on peut retrouver ces traumatismes dans d'autres domaines pour lesquels on n'a pas fait le lien. La carrière, l'argent, euh, c'est un peu, c'est toute cette approche, moi, que j'accompagne, en fait, hein. Mm. Parce qu'on peut on va pas forcément que venir me voir parce on est en parcours PMA, que c'est compliqué ou que on a perdu des enfants. Ça va être plus large que ça. Mais cette problématique-là, forcément, c'est la mienne. Je l'incarne, je la connais. Donc, et je suis résiliente de tout ça. Donc, je ne souffre pas d'accompagner. Je suis heureuse d'accompagner dans ces moments de transition et de métamorphose, en fait. Mm. Des cadeaux mal emballés de la vie. Bien sûr, quand on est impacté, on peut pas les voir. Mm. Dans ton chemin de vie, dans ton chemin de transformation, il y a l'art qui est présent, euh, le dessin, la peinture, mais il y a les tatouages. J'aimerais bien que tu me parles des tatouages. Quel rôle et quelle place ils occupent dans ta vie? Le tatouage a occupé une place dans ma vie. J'ai ouvert un shop de tatouage et alors, c'est énergétique aussi. On attire notre clientèle. C'est-à-dire, je partageais. Alors, déjà, je me suis jamais interdite de vivre ce que j'avais envie de vivre. Ça aussi, c'est une conséquence plutôt positive de ces traumatismes qui font que on prend conscience jeune, tôt pour le coup, bon, moi depuis l'enfance, que la vie est précieuse, que il faut la vivre à fond. Et donc, quand j'avais des élans de formation, des élans artistiques, là, j'y vais. Donc, le dessin, pareil, a toujours été là.
Et donc j'ai d'abord peint, dessiné. Alors ça va être surprenant, mais pas des enfants, mais beaucoup de femmes. Je peins beaucoup de femmes dans des situations différentes, de victorieuses, de repos, de méditation. Bon voilà, beaucoup de femmes rousses. Bon voilà. Et Ah, tu vas faire plaisir à l'une de nos participantes, hein. Nous avons une belle ouais, rousse Angélique. présente sur le live, hein. Bah, j'ai visité des vies antérieures aussi, forcément, donc il y a tout ça aussi chez moi. Et à un moment, enfin, voilà, j'ai senti. Bon, alors moi, je me faisais tatouer, je me suis fait tatouer pour exprimer ces parts de moi, qu'elles soient plus visibles. C'était ça au départ, le tatouage, je veux dire, d'assumer les périodes de ma vie, de pouvoir les lire sur mon corps au-delà de mes souvenirs. Et donc, j'ai commencé à me faire tatouer. Et ça m'a paru évident de prendre la machine et de le faire, quoi. Donc, j'ai fait vraiment du forcing pour être prise en apprentissage de tatouage. J'avais 40 ans, hein, quand même, faut le dire. Ah, excellent. Oui. Ça, Et j'ignorais, tu ne l'avais pas raconté. ouais, 40 ans. Je suis sortie, je m'occupais d'enfants en difficulté dans un collège REP+, voilà, aux Antilles, à Saint-Martin. Et lorsque je me suis fait tatouer mon avant-bras en disant j'ai 40 ans, je ne travaillerai jamais dans une banque ou une institution comme ça, je m'en fous, je me fais tatouer euh, sur le bras et ça se verra. Et c'est là que ça s'est passé en fait. Et Alors, quand qu'est-ce il que m'a tu t'es fait tatoué, tatouer sur le bras? Parce que finalement, je me suis fait tatouer un. Alors oui, j'ai commencé par me faire tatouer un hibou. ah, Qui est, alors, forcément, j'ai eu des rituels de chamanisme et compagnie, c'est mon animal totem, mais ça représentait aussi, bah, c'est pas pour rien, c'était mon animal totem, on va dire, hein. Le hibou, c'est celui qui voit dans la nuit quand même, hein, qui voit donc de l'autre côté, l'autre monde, quoi. Donc j'ai un hibou avec un pendule ah et, oui, ouais, et des roses pour le symbole du féminin, évidemment. Donc ça, voilà, il est là. Et puis ensuite, après le cyclone Irma, j'ai fait tatouer autre chose et voilà, ça a continué. Mais le déclic est venu à ce moment-là de me dire, voilà, j'ai envie de tatouer des femmes principalement. Et c'est ce que j'ai fait, je tatoue très peu d'hommes. Et elles venaient vers moi pour ça, pour des dates symboliques, pour du floral, pour tout ce qui était attrait au féminin, qui avait besoin d'être marqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai mesuré en fait l'impact énergétique et symbolique au-delà de ce que j'avais pensé au départ, quoi. Il y a hmm, toujours quelque chose qui vient après dans mes choix, comme lorsque je regarde par exemple, si je remets en face de moi tous mes tableaux, je les comprends après coup puisque j'étais allée rencontrer une guérisseuse en Guadeloupe et, euh, et qu'elle m'avait parlé d'une vie antérieure et que c'était un tableau que je venais de terminer quand même. Qui hmm. était une métisse vaudou dans les bayous de la Nouvelle-Orléans, et que je venais de finir cette toile elle sait tout, enfin, et qu'elle me l'a décrite parfaitement. Et donc voilà, j'avais pas capté que peut-être c'était moi dans une autre. Ouais. Il y a plein de choses comme ça, hein, ce serait un peu long peut-être. Et quand tu tatoues, tu mets une intention d'un point Après, de j'en ai. vue Ouais, énergétique ou libération, enfin, vis-à-vis des femmes que oui. tu accompagnes, tu poses une intention, enfin, du coup, très Je le faisais spirituelle. depuis mon retour en métropole, je le fais plus. Hmm, Mais c'est vrai que oui, oui, il y a eu beaucoup de symbolique sur le tatouage avec une ambiance, c'est un peu sacré à un moment aussi. Puis de toute façon, ça l'est parce que le tatouage, ça a vraiment une histoire ancestrale et tellement lointaine. C'est pas rien, un tatouage. hmm, Ça dépend comment on l'aborde, c'est toujours pareil. oui, Mais si bien on veut sûr. mettre du sacré quelque part et de l'intention, ça marche très bien. Hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux femmes qui ont traversé ces phases de deuil justement pour aller vers ce mieux-être, cette renaissance, pour traverser ces périodes? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre, de leur dire après tout ce chemin que tu as parcouru et tout ce que tu as vécu toi? Alors déjà que on a le droit, le bonheur ne doit pas être culpabilisant, hein. Ne pas oublier que ces enfants qui sont partis trop vite, ces âmes que l'on a passées, euh,
ne sont pas là pour nous faire souffrir et sont là pour nous éveiller. C'est une croyance, c'est la mienne. C'est de la transformation, c'est leur propre vie en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on conçoit un enfant, il ne nous appartient pas. On fait tout pour cet enfant, voilà, évidemment, mais c'est son propre chemin. Et culpabiliser et être malheureux et alimenter ça, c'est un vrai choix en fait. C'est un choix sans négociation avec soi-même. Il faut, quand c'est possible, choisir la vie, choisir la joie, choisir l'amour. C'est ce que ces âmes voudraient, c'est ce que ces enfants voudraient pour nous, c'est évident. À chaque fois que moi j'ai pu rencontrer les miens d'une façon ou d'une autre, avec certains rites, ils étaient toujours dans la joie. D'ailleurs, je pense à ça. Est-ce que tu t'es connecté à ces âmes qui sont passées? Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer, par exemple, des médiums qui t'ont Oui. permis de communiquer avec Baptiste et Maxime, par exemple? En fait, en plus, c'était pas une démarche de ma part d'aller consulter pour parler à mes enfants. Ça n'est jamais arrivé comme ça. Je laisse. Alors, c'est pas que je les dérange parce que je les dérange pas, mais je n'ai pas besoin Hmm. de me connecter à eux régulièrement. Je sais que enfin, ce n'est pas un besoin. Mais quand ils sont venus, par intermédiaire de médiums, dès qu'ils peuvent venir, ils viennent. Mais c'est pas une démarche que je fais sciemment, c'est parce que dans mon entourage, j'attire aussi ces gens-là et Hmm. que forcément, voilà. Et sans le savoir, souvent on me dit, mais il y a deux ou trois, hein, parce que même ma fausse couche, elle est là. Dans l'au-delà, enfin, c'est une fille. Donc, ils sont là. Ils sont Hmm. là et à chaque fois, on me dit, ah, mais il y a deux enfants à côté de toi. Et alors, en plus de ce que je sais, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même des sujets qui m'intéressent, euh, de l'autre côté, ils ne grandissent pas à la même vitesse que nous, ici, dans la matière. Donc, ce sont encore des enfants. Ils grandissent, mais Hmm. c'est pas le. Donc, à chaque fois qu'un médium capte quelque chose, c'est que ce sont quand même toujours des enfants. Et alors, est-ce que tu sais s'ils sont en lien, les trois? Ils sont en lien. Oui, Ah, ils sont en lien. extraordinaire. Mm. Ah, j'adore. Ouais, bah oui. Et bon, bah voilà, c'est. Donc, comment dire? Je pense qu'il faut au maximum. Se faire accompagner déjà. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait spontanément, mais c'est vrai. On peut pas être son propre miroir à un moment quand même. Et dans ce choix de vouloir aller mieux, d'être résiliente, de prendre le meilleur dans le pire, euh, et- il faut il faut être accompagné, il faut s'ouvrir. Et, voilà. Et puis, il y a aussi tout ce côté tabou. C'est vrai que j'ai choisi cet axe d'accompagnement parce que justement, je le vois peu et j'aurais tellement aimé être accompagnée à cette époque Hmm. de la sorte. Mais Hmm. j'aurais gagné en années. J'aurais. Bon, après, on peut toujours fantasmer sur le plus vite, le mieux, etc. Mais clairement, ça aurait été ça aurait été une richesse incroyable, quoi. Mm. Hmm. On a des commentaires d'Angélique qui nous dit j'ai des frissons partout, merci de Ah, ton partage. Pascaline qui dit je dois vous quitter, merci pour ton partage, Aurore. Et Caroline qui dit quelle résilience. Euh, c'est très très beau. Merci de tout ce que tu partages. Si tu devais parler à la femme que tu étais au début, au tout début, tu lui dirais quoi? Après avoir traversé toutes ces épreuves. donc au moment des épreuves, hein, Avant même que, avant même. avant même d'avoir vécu tout ça, Mon finalement. parcours de vie j'ai tellement été percutée depuis le plus jeune âge. Donc je peux que me dire que c'est un choix de mon âme parce que franchement, bon, quand même, c'est costaud tout ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est plutôt quand je pense à la petite fille que j'étais. euh, je me dis que on mesure pas la force qu'on a en fait. On a une force incroyable. Hmm. Je pense vraiment à partir du moment où on choisit
de transcender, où on a envie que ça ait du sens. C'est vraiment un choix hein, de mettre des lunettes négatives ou positives. Je sais que je n'oublie pas que j'ai été désespérée, je n'oublie pas que j'ai pleuré, je n'oublie pas ça. Mais quand même, à un moment, on a le libre arbitre, on a quand même ce truc en nous de se dire, OK, il y a deux chemins en fait. Soit je souffre toute ma vie, parce qu'à un moment, il était quand même probable que peut-être je n'ai jamais d'enfant. Parce qu'il faut quand même dire que tu as eu, J'ai, j'ai tu une as, fille. voilà, une J'ai une fille. fille, Voilà. ouais, j'ai une fille qui va avoir 15 ans. Et voilà, donc j'ai divorcé, j'ai refait ma vie, j'ai eu ma fille. Voilà, il y a eu 10 ans entre le moment où j'ai perdu Baptiste et le moment où j'ai eu Scarlett. Donc 10 ans à essayer à combattre l'envie, la frustration. On peut, voilà, de voir que les autres ou pas. Et ça, c'est quand même un vrai choix. Les lectures ont vraiment été pour moi un socle. J'ai des livres par exemple, j'ai un livre d'Oprah qui s'appelle Ce que je sais vraiment. J'ai offert à je sais pas combien de copines, je sais pas combien de fois je l'ai acheté ce livre. Voilà, ce sont des lectures, c'est se nourrir du beau, la gratitude. C'est ça, tout ça quand même, ça fait partie du choix. Et tu as fait le choix de vivre. Fait le choix euh, que d'abord, de toute façon, j'avais décidé que rien ne m'empêcherait d'avoir un enfant, que j'adopterais. J'ai quand même fait un dossier d'adoption que mon ex-mari n'a pas voulu valider, que j'avais quasiment amené à terme. J'avais décidé que c'est moi enfin, ce serait ma décision et que voilà. la Euh, vie est plus forte que la vie. Ouais. Plus ouais. forte que la mort, plutôt, je devrais dire. Ouais. Voilà, bon, alors après, et puis si vraiment ça n'était pas arrivé, je sais que j'aurais été résiliente, je sais que j'aurais trouvé une autre façon d'éduquer ou de donner mon amour. Enfin, il y a toujours quand même une solution. Hmm. Donc c'est l'espoir. C'est vraiment pour moi vraiment la chose, ne pas perdre espoir. Il y a une psy qui m'avait dit même dans les pires moments, même quand mon corps bloquait hein, le mouvement, n'arrête pas de faire. Même si tu n'as pas envie, continue. Hmm. Voilà. Et alors, Angélique, tu me poses une question. Est-ce que c'est vos épreuves? Oui. Hmm. Oui. Ça a été trop pour un jeune couple. Hmm. Je me suis mariée avec Alcide, j'avais 21 ans. Et on avait des beaux rêves de jeunesse avec une vie bien droite. Bon, une fausse couche et deux bébés enterrés, c'était trop. Mais d'ailleurs, moi, Pour j'ai un eu... couple, c'est une épreuve. c'est une épreuve. Et alors, j'adorais mon ex-mari. Vraiment, on s'entendait très, très bien. Mais bon, c'était trop. Et moi, j'ai Scarlett et lui, il a eu aussi un garçon de son côté. Donc voilà. C'est ce qu'on Hmm. s'est dit d'ailleurs. Quand on est divorcé, on s'est dit, on s'aime toujours, mais on a le droit parce que c'était clairement nous deux. L'univers avait décidé que non. C'était clair et net. Fallait Hmm. arrêter d'insister. À un moment, voilà. Donc séparons-nous. Ce qui était plus important, c'était qu'on puisse avoir un enfant un jour, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui s'est passé. Hmm. Mm. Est-ce que tu es d'accord pour avoir... est-ce que vous avez des questions à Aurore ou des commentaires? Je ne sais pas. Merci pour ce partage vraiment très, très inspirant, Aurore. Euh, pour ta pudeur, cette vérité et ta force, c'est vraiment un très, très beau témoignage. Bien sûr, tu accompagnes les femmes dans ces épreuves de la vie qu'elles traversent tout au long au long cours. Alors, on a plein de commentaires. Euh, donc, choisir de vivre, bien sûr. Il y a Isabelle qui dit merci Aurore, je n'ai pas les mots, si ce n'est que tu es tellement résiliente et que toutes ces femmes ont de la chance de t'avoir pour les accompagner et que tu es la messagère et le guide pour toutes ces mamans. Et Angélique qui nous dit magnifique. Caroline, merci. Et quelle superbe mission de la part de Pierre. Merci Pierre de ta présence. C'est vrai qu'un homme, Merci parce que à ces c'est hommes, vrai David, que, pour leur ouais, présence ouais, et merci à tous et à toutes de votre présence ici. Merci Aurore pour cette volontiers, Pierre. grande pudeur, cette grande force, cette grande résilience que tu partages. Et je voudrais préciser pour toutes les
les personnes, les femmes qui regardent, qu'elles peuvent prendre contact avec toi. Alors, par quels Mhm. moyens elles peuvent prendre contact avec toi? J'aimerais que... Le plus simple, c'est sur Insta ou sur Facebook, hein, Aurore Gineste. Je réponds dans un premier temps comme ça, en message privé. Ouais. Mm. Hmm. Il y a Rosane. Mais merci en tout cas, hein, merci d'avoir pu C'est la première fois que j'en parle comme ça, alors que je pense que ça se voit, j'ai pas de problème à en parler. Non, Mais voilà. C'est la j'en première fois parle que avec beaucoup de sérénité et de calme, d'apaisement. Et c'est... mais parce que je suis pleine d'amour, c'est vraiment une transformation. Ça peut paraître comme ça un peu, mais bon, il s'est passé quelques années, mais c'est réellement, je pense que ces enfants me portent, enfin, sont là, quoi. Et c'est vrai. Et si ça peut donner de l'espoir, faire du bien, ne serait-ce qu'il y a une seule femme qui tombe sur cet échange, mais voilà, c'est tout ce qui compte pour moi. Mm. Hmm. Merci beaucoup. On a beaucoup de commentaires. Donc Pierre qui dit j'ai perdu un bébé aussi. Rosane qui dit j'ai les larmes aux yeux, j'arrive pas à parler. Ma Rosette. Voilà. Christelle qui dit je confirme que j'ai une chance inouïe de l'avoir dans ma vie. Mélanie, merci. Tu es une preuve d'amour, de courage et de résilience et un rayon de soleil. Tu donnes de l'espoir. Jacqueline qui dit merci pour ton témoignage, tu es très forte. Et Christelle qui dit c'est sa personnalité. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter pour toutes les Non, femmes qui vont te regarder? non, que vraiment, non, je pense que j'ai fait le tour et puis, enfin, ça pourrait prendre des heures. Bien sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais ça fait déjà 1 heure, Ouais. Merci, donc, merci ma chère Aurore, merci pour merci, ce merci pour cette partage invitation. très, très touchant, très inspirant et plein de lumière. D'ailleurs, tu es tout en rose, de rose vêtu, tu es magnifique. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je suis pleine de gratitude pour cet échange que nous avons eu ensemble. Merci à vous tous de votre présence aussi nombreux et ça fait chaud au cœur. Voilà, merci Aurore. Et puis bien sûr, ben, vous pouvez retrouver Aurore sur les réseaux sociaux, donc Facebook Aurore Gineste. Et puis sur Oui, Insta, oui. c'est quoi ton Eh, pseudo? non, il n'y a pas. Il C'est n'y a Aurore pas? Gineste. Non, Aurore non. Gineste. Ben voilà, c'est parfait. Merci à toutes et à tous. Un grand merci pour cette soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Oh, merci, au revoir.